Le théâtre et le masque. Le masque, depuis des siècles, c'est l'emblème du théâtre. En Grèce, dans la Grèce antique, le pays des origines du théâtre, le théâtre était défini par le masque double, le masque de la tragédie et le masque de la comédie. Associés ensemble, ces deux masques donnent, dans un certain sens, l'image, la synthèse de l'activité théâtrale qui était fondée sur l'alternance de la tragédie et de la comédie. Le masque tragique est un masque qui traduit l'angoisse, l'inquiétude face au monde. Le masque comique est au contraire un masque de dérision, de fou rire, un masque entièrement opposé. La vie est faite des contraires. Et les deux masques attestent à cette vision grecque qui ne penche pas uniquement pour le sacré ou uniquement pour le comique. Par ailleurs, le masque a pour valeur de rehausser le statut de l'acteur. L'acteur qui s'avance sur la skéné est un acteur agrandi par des chaussures très hautes, les cothurnes, et en même temps, il désigne une divinité, un héros hors du commun. Le masque conduit le public vers ces héros mythiques que l'acteur développe sur la skéné. En même temps, le masque, on l'a appris tardivement, sert pour la reconnaissance des acteurs qui sont vus de loin de public, donc c'est une sorte de visibilité que le masque assure, et aussi le masque sert de, ce qu'on pourrait dire, une sorte de microphone aujourd'hui pour faire porter la voix dans ces théâtres qui varient de 5 000 à 30 000 spectateurs. Les masques grecs seront repris ensuite à Rome où tout devient excessif. Ces masques perdent leur pureté originale, originaire pour devenir des masques grotesques, des masques ludiques, des masques qui affichent une sorte de volonté de spectacularisation du visage de l'homme. Je dirais que le masque, aussi bien antique que romain, est l'outil premier de l'acteur. Et d'ailleurs, nous avons des images très belles où on voit des sculptures, où on voit l'acteur qui regarde son masque, son double en quelque sorte, son partenaire. Les masques vont disparaître ensuite des siècles. Pendant le Moyen-Âge, le spectacle populaire, les grands spectacles, les mystères, les miracles ne connaissent plus de masques. Par contre, on va retrouver le masque dans le théâtre religieux japonais, dans le No, où le No, le théâtre religieux, alterne avec les farces, les kyogen. Ici aussi, on retrouve les masques doubles, le masque d'une beauté splendide,
qui est le masque d'une divinité femme qui vient se réincarner sur le plateau, ou d'un guerrier qui vient punir, qui vient prendre sa revanche. Les styles du théâtre No sont définis par rapport aux caractéristiques des masques. De l'autre côté, les masques du Kyogen sont des masques populaires, des masques rondouillards qui définissent des jeunes gens qui aiment boire, faire la fête. Et de nouveau, nous retrouvons cette cohabitation, cette association entre le tragique et le comique, car la représentation japonaise est fondée sur l'alternance des deux, de même que la représentation grecque. Mais en même temps, un grand maître japonais m'expliquait la difficulté de jouer avec un masque de No, parce que le masque de No a les fentes des yeux extrêmement étroites et, disait-il, on doit jouer en faisant tout pour que la voix porte à 30 mètres, 40 mètres de distance, tandis que moi, acteur, je ne vois qu'à 10 mètres. Donc ce travail spécifique de l'acteur, qui était le travail en Grèce, on le retrouve chez les Japonais aussi. Dans l'histoire du théâtre, entre les masques antiques, masques tragiques et masques comiques, et les masques sacrés du théâtre japonais, se situent les masques balinés, masques ludiques, masques grotesques, masques qui aident l'acteur à développer son expressivité pour ce qu'on appelle le théâtre danse. Antonin Artaud a été fasciné par ces masques, par ces acteurs danseurs qui nous renvoient à une époque heureuse du théâtre inscrit dans la communauté urbaine, sur la place d'un village, dans la cour d'une ferme, où d'ailleurs j'ai pu le voir. C'est un théâtre proche des humains. On peut observer que, un peu plus tardivement, mais pas tellement, le masque fait sa réapparition en Occident grâce à la professionnalisation des acteurs italiens, et ainsi se crée un style de spectacle, la commedia dell'arte, où le texte est moins important, mais où les récits se développent en fonction des masques, de Pantalone, de Brighella. Mais le masque définit un type humain, reconnaissable chaque fois, mais ce type humain se définit par l'improvisation des acteurs. Il y a un rapport extrêmement subtil entre la fixité du masque et la mouvance du jeu. Parmi les masques de la comédie dell'arte, évidemment, le plus célèbre reste le masque de Harlequin, reconnu et connu par nous tous dans la mise en scène de Giorgio Strehler, Harlequin, valet de 2 mètres. Le XIXe siècle va marquer une sorte de retrait, voire même de disparition du masque, et le masque va revenir au début du XXe siècle comme un outil développé et sollicité par des metteurs en scène d'avant-garde, qui veulent contester le théâtre réaliste psychologique. Ainsi, le célèbre metteur en scène, Jacques Copeau, va engager sa recherche pour inventer les nouveaux masques du XXe siècle. Ce projet, il ne réalisera pas, mais c'est Ariane Mnouchkine qui va se consacrer en créant l'âge d'or. Ariane Mnouchkine, dans un spectacle célèbre, l'âge d'or, va créer l'équivalent moderne des masques de la commedia dell'arte. Pantalone, qui est une sorte de Richard réactionnaire et vulgaire, est interprété par un grand acteur, Mario Gonzalez, et Harlequin est présenté dans le spectacle de Mnouchkine avec son masque du XVIIe siècle, du XVIIIe, et son masque contemporain. Je crois que ce qu'on peut dire, c'est que le XXe siècle va développer un véritable art des masques. Il y a 2 grands créateurs, Donato Sartori qui va créer des masques italiens et
des copies de masques japonais. Il y a un sculpteur de masques qui travaille avec Ariane Mnouchkine, Erhard Stiefel, et tout particulièrement, Erhard Stiefel a réalisé des masques sublimes inspirés du No pour les représentations de Shakespeare d'Ariane Mnouchkine, mais en même temps, il a travaillé pour des spectacles avec des masques zoomorphes avec des animaux pour un spectacle de Arias. Aujourd'hui, le masque, en tant que masque traditionnel transmis, est en quelque sorte un emblème du théâtre, mais un emblème défunt, un emblème conservé, qui, lorsqu'il paraît, a plutôt une valeur de citation. Et nous assistons à un retour au masque comme création plastique contemporaine, comme manière de envelopper le visage, de traiter le visage autrement que simplement de manière naturaliste. Le masque aujourd'hui a une position, disons, marginale, mais en même temps, le masque reste un socle du jeu et de l'imaginaire plastique pour la scène moderne.